Robotmaker.com. Bonjour les amis, avec ce quatrième volet, nous allons aborder les mouvements de base, ceux qui permettent à la sonde de se déplacer sur le sol. La caméra est en vue plongeante, Jecker est sur un support, les griffes, plutôt les sabots ne touchent pas le sol, de telle sorte à ce qu'elles restent bien centrées sur le champ de la caméra. On va commencer par le déplacement vers l'avant pour que vous puissiez en comprendre le principe. Vous voyez, ça se passe assez vite en fait. On commence par déplacer les 4 sabots sur l'avant. Rapidement, ils touchent le sol. Par un mouvement rapide, on ramène les hanches vers l'arrière, ce qui fait avancer la sonde. Et ensuite, on ramène systématiquement en position neutre, enfin en position stable transversale, qui est la position donc de départ de tout déplacement élémentaire quel qu'il soit. On recommence. Pour reculer, eh ben c'est exactement l'inverse. Allez, on observe encore une fois. Comme il peut être laborieux en exploitation d'enchaîner, enfin de commander comme ça plusieurs fois un déplacement, il est possible, par le bouton rotatif, que j'active maintenant, de passer en mode répétition. On peut répéter jusqu'à 10 fois un mouvement élémentaire. Là, par exemple, j'ai programmé 3 fois un déplacement et par exemple, eh bien, je vais demander à la sonde d'avancer. Je ne touche plus à rien au clavier et vous allez voir qu'elle va enchaîner 4 déplacements avec systématiquement retour à la position stable transversale. Changement de décor. Pour les translations latérales, la technique de déplacement est très différente. On va commander par exemple un déplacement vers la gauche. Je recommence. On commence par poser donc la sonde au sol, puis on relève les jambes pour que les sabots ne touchent plus. Par des mouvements coordonnés, on déplace les chaussettes ou les sabots, appelez ça comme vous voulez, décalés sous la sonde du côté où on veut se déplacer et on relève la sonde qui termine cette séquence par un mouvement de remise en configuration stable transversale. Et bien maintenant, on va commander un déplacement latéral vers la droite, sauf que cette fois-ci, par le codeur rotatif, on impose un séquencement automatique de 3 répétitions. Déplacement donc vers la droite. Notez que chaque fois, le stable transversal est suivi d'une libération des efforts, que l'on peut obtenir d'ailleurs en appuyant sur le codeur rotatif. Nous allons observer maintenant les mouvements de rotation. On va commencer par un mouvement de rotation vers la gauche. Ici, la sonde est vue par derrière. On programme une autre rotation.
Vous voyez qu'en fait, il y a eu un enchaînement de 3 rotations, puisque je n'avais pas ramené à 0, ramené à 1 la répétition. Ce petit bruit de grenaillage, ces petits tremblements de la sonde, eh bien, ce sont dus au moteur qui systématiquement compense toutes les petites déviations par rapport aux ordres qui ont été envoyés, aux consignes moteurs. Et bien maintenant, rotation inverse, on va faire tourner la sonde vers la droite. Aïe aïe aïe, et bien voilà, il y a eu un basculement. En réalité, ce qui s'est passé, eh bien, c'est le cordon ombilical qui a coincé un peu sur le côté et qui a provoqué le basculement. Donc, on fait tourner la sonde à droite. On voit bien que son orientation change. Allez, troisième rotation. Par rapport à l'orientation de départ, eh bien, on voit bien qu'ici, la sonde n'est plus du tout dirigée vers la caméra. L'arrière s'est déplacé vers la gauche puisque la sonde tourne vers la droite. Faisant partie du menu exploiter, nous allons observer maintenant la fonction de torsion. C'est une fonction dans laquelle les chaussettes au sol ne bougent pas, on provoque des torsions dans les hanches, et ces torsions dans les hanches auront pour effet de faire tourner légèrement le châssis vers la droite ou vers la gauche, la commande se faisant de façon très fine par le capteur rotatif. Je valide cette fonction. Et puis je tourne par exemple vers la droite comme un volant le bouton rotatif. Là on voit que la sonde s'oriente vers la gauche, mais c'est parce qu'on la regarde de devant. Elle part vraiment vers la droite. Et vous voyez que les mouvements sont très fins. On peut donc ainsi l'orienter très finement. Par exemple vers un obstacle qui serait d'un côté légèrement décalé d'un côté ou de l'autre, pour en mesurer la distance avec le télémètre à ultrasons. On quitte cette fonction par le bouton fin qui ramène systématiquement la sonde en stade transversal. On libère les efforts. Il faut toujours quitter un programme par la fonction quitter qui pose la sonde au sol automatiquement et qui coupe toutes les énergies. Voici l'exemple de ce que fait la fonction quitter. À partir de là, le disjoncteur local est coupé, laser coupé s'il avait été allumé, les phares sont coupés et les moteurs passent au repos. Bien que ce ne soit pas directement lié au menu mouvement, quand on est dans ces fonctions de déplacement, il s'agit de fonctions d'exploitation. Et à ce titre, on peut utiliser donc les phares et le laser. Vous remarquez que la nuit est tombée sur Mars. On va donc activer les phares pour essayer d'y voir plus clair, d'éclairer le sol. Oui, c'est pas très flagrant, hein, ça éclaire quand même pas beaucoup. Tout simplement parce que quand on démarre le logiciel, eh bien, phares et laser sont au minimum. On va utiliser le gradateur des phares, qui est indépendant d'ailleurs du gradateur laser. Le gradateur des phares étant en service, et bien maintenant, quand on tourne le bouton rotatif dans un sens ou dans l'autre, on augmente l'énergie sur les phares. Sur le tableau de bord, l'énergie est indiquée en numérique, là elle vaut 19, elle peut aller jusqu'à 255. Et puis on a une sorte de ruban lumineux qui visualise de façon graphique le niveau énergétique. Un pas de plus, l'éclairage augmente. Il faut faire une vingtaine de pas pour pouvoir aller jusqu'à 255. Ici, on est à 1000 puissance, vous voyez quand même que ça éclaire pas mal. Allez, on va continuer jusqu'au maximum.
Vous avez entendu le bip? Eh bien, tout simplement, on a atteint une butée logicielle maximale. Vous voyez que l'éclairage est quand même pas mal, hein, ça éclaire beaucoup. On y voit carrément clair devant la sonde. Hein. Et bien maintenant on va couper les phares. On quitte le gradateur des phares et on va passer au gradateur du laser. On valide la fonction. Vous ne voyez rien, tout simplement parce que le gradateur est indépendant du bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre le laser. On allume le laser. Et bien on voit son petit pinceau rouge sur le fond de l'écran. Énergie 1. Exactement comme pour les phares, on va pouvoir augmenter la puissance du laser. Sur Curiosity, une expérience française consistait à tirer avec un laser sur des roches, les faire fondre, et avec un analyseur spectral, en déterminer la composition. Ici, on s'approche du maximum que l'on va atteindre sur un pas supplémentaire. Voilà, là nous sommes au maximum. Si je continue à tourner le bouton, écoutez bien, eh bien, on a une information d'erreur sur à la fois sonore et visuelle sur le pupitre. Il est quand même relativement laborieux de passer de l'énergie minimale, ne serait-ce qu'à la valeur moyenne. Aussi, nous avons une fonction, je vais rallumer les phares en même temps que le laser, nous avons une fonction qui permet instantanément de passer, quels que soient les réglages actuels, à la valeur moyenne de 128. Je valide cette fonction. Et bien voilà l'éclairage du phare et l'éclairage du laser que l'on a par cette fonction, éclairage que l'on aurait immédiatement après avoir démarré le logiciel, alors qu'au départ, par défaut, on a les valeurs de 1. Cette dernière expérience sur le sol martien va terminer le 4e volet de la présentation de la petite sonde Gecker.